Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui, un invité particulier, un invité encore qui a une très très belle histoire de vie avec plusieurs réussites, mais aussi plusieurs échecs dont il nous fait profiter, dont il nous parle durant toute l'émission, durant tout l'épisode. Vous allez bénéficier de son expérience, de sa vie d'entrepreneur, parce que c'est quelqu'un qui est photographe de course. Mais pas seulement, c'est quelqu'un qui adore l'entrepreneuriat, qui n'a jamais été fan du salariat classique, qui a tout de suite détecté que ça ne lui correspondait pas. Et c'est un personnage assez investi aussi dans la cause animale. Ce personnage, cette personne, c'est Nicolas Limpala. Alors Limpala, c'est son nom son nom de scène, comme je lui dis. Il s'appelle Nicolas Muller et il est photographe de course. Et il nous partage aussi donc son expérience avec la cause animale où il est très investi. Donc c'est un épisode qui est vraiment très passionnant, une très très belle histoire de Nicolas qui a commencé les trails avec un petit 10 km et qui a commencé à augmenter les distances pour se défier. Très rapidement, il est arrivé avec des distances de jusqu'à 100 km. Donc il nous fait partager ça dans cet épisode qui était très très passionnant. Je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Allez, très bon épisode, bye bye. Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Nicolas ? Eh ben écoute François, je vais pas trop mal, pas trop mal. Là, j'ai malheureusement eu une angine le week-end dernier. C'était vraiment pas agréable. Je n'arrivais plus trop à m'alimenter. Ça faisait super mal à la gorge. Là, par chance, heureusement, elle a disparu hier. Donc c'est cool. Je peux de nouveau parler, je peux de nouveau communiquer, je peux de nouveau m'alimenter. Donc c'est génial. Tout baigne, la forme. Super. Et bon, écoute, ta petite angine nous aura quitté au bon moment. Au bon moment, T'aura exactement. quitté au bon moment pour pouvoir assurer ce live. Alors, Nicolas, tu le sais, t'as révisé, tu me l'as dit juste avant en off. Ouais. La question traditionnelle de l'émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Ok. Alors déjà, il y a un débat trail. T'es de Je sais quel pas, toi, team ? alors, ça dépend. Franchement, des fois, je suis capable d'utiliser deux mots différents dans la même phrase. Mais en général, trail, mais c'est pas impossible que je dise trail. Donc, le premier trail. Alors, déjà, qu'est-ce que tu considères comme étant un trail? Est-ce qu'une course de 10 km nature, avec un petit peu de boss, c'est considéré comme un trail? C'est considéré comme un trail. On peut y aller D'accord. là-dessus. On peut aller là-dessus. Alors, cette première course, c'était le 10 km de Frémin-Merlebach. Donc, c'est vraiment une course à la saucisse, hein, une course saucisson. Pas beaucoup de dénivelé, mais quand même de belles côtes. Et moi, à cette époque-là, à savoir que c'était en 2014, je pratiquais vraiment pas beaucoup la course à pied. C'était vraiment ma toute première course. Et j'avais pour objectif de préparer un marathon qui avait lieu genre 2-3 mois après. Alors que je n'avais jamais vraiment couru de manière régulière. Mais j'avais mon objectif. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer par un petit 10 km, un petit peu vallonné dans la forêt à proximité. Et donc, j'ai participé à cette course-là tu t'imagines bien, sans grosse préparation, sans aucune compétence particulière en termes de gestion de l'effort. Et c'était une course de 300-400 personnes. Départ très rapide, hein, départ comme une bombe. Forcément, j'avais aucune notion de ce sport-là. Et très vite cramé au bout du 3e, 4e kilomètre. Tu te rends compte qu'au final, tu sais pas gérer ton effort. Et c'est justement à partir de là que les premières difficultés commencent à apparaître. En fait, tu as une première montée qui m'a déjà mis un petit peu dans le dur. Celle-là, à la limite, je l'ai passée, mais j'étais déjà complètement cramé. Et la dernière montée aux alentours du 8e kilomètre, c'était pas une montée qui était très longue. C'était une montée qui devait faire peut-être 800, 900 mètres. Mais impossible de la monter en courant. Impossible. Et pourtant, c'était seulement un 10 km. Obligé de la monter en marchant, tout simplement. Et malgré tout, j'ai fini la course, je pense, je me souviens plus du classement exact, mais je devais me situer aux alentours des 200 sur 350, 400. Donc, ça restait malgré tout un classement, on va dire, honorable par rapport à mon niveau de l'époque, par rapport au peu de pratiques que j'avais. Et puis voilà, quoi, une chouette première expérience. Et puis suite à ça, donc je me suis lancé assez rapidement sur des distances plus longues, mais sans plus de préparation, sans plus d'entraînement, vraiment à l'arrache, si je peux dire. T'es de la team feeling ? C'est ça, exactement. Moi, je ne fais jamais de préparation spécifique pour des courses. Je considère que la préparation,
elle doit être assez globale. En tout cas, pour moi, par rapport à ce que je recherche, je suis pas un coureur d'un niveau exceptionnel. Hein. Je suis un coureur moyen, si je peux dire. Je n'irai pas jusqu'à dire un coureur du dimanche, mais je pratique la course à pied déjà pour moi. Forcément, un petit peu des fois également pour la recherche de performance, mais je fais avec les moyens du bord, avec la préparation que j'ai, avec le volume d'entraînement que j'ai, et ça me convient très bien pour l'instant. Ok, super. Alors, tu l'as dit, ça a été quand même un petit moment un peu difficile, cette première course. Déjà, tu nous as pas dit en quelle année c'était? C'était il y a combien de temps, ça? Je l'ai pas mentionné, je crois que je pensais l'avoir mentionné. Alors, c'était en 2014. 2014, si je dis 2014, pas de bêtises. ok. Ouais. Donc, et donc suite à ça, suite à cette première course, tu t'es dit, il faut tout de suite que je remette un dossard accroché aux portes dossard, ou tu t'es dit plus jamais, c'est l'enfer ce sport, c'est pour les autres. Non, la première option, comme je t'avais dit tout à l'heure, en fait, j'avais directement cette idée de courir un marathon à l'époque, sans même passer par la case semi-marathon. À savoir que je n'avais pas couru de semi-marathon avant de courir un marathon. J'étais ancré dans le fait de devoir courir un marathon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment à la recherche je sais pas, d'estime peut-être personnelle. Peut-être je voulais me prouver certaines choses. Je voulais me prouver au travers du sport que j'étais capable de réaliser certains défis. Et le marathon, pour moi, c'était vraiment la Mm. course ultime, la course ultime. D'ailleurs, je n'avais même pas idée qu'il existait des courses d'un volume kilométrique Ah. supérieur au marathon. Hein. Les ultras, je connaissais pas du tout quand j'ai appris ça. Mm. Je me suis dit, mais les mecs, c'est des fous dans leur tête. Alors pour moi, le marathon, c'était vraiment la distance mythique. Et du coup, non, j'étais vraiment dans cet objectif-là. J'ai dû faire peut-être 2 ou 3 courses entre la première, ce premier trail de 10 km et le marathon donc de Metz-Mirabel qui avait eu lieu en octobre 2014. Tu t'imagines bien un marathon sans grosse préparation. Ça n'a pas été ouf non plus. Je me suis tapé le mur, le fameux mur Ça va du venir des 30e 30. kilomètre. Ouais, c'est ça exactement. J'ai terminé le marathon en 4h20, je crois. Ce qui, au final, je pense, reste quand même correct pour un premier marathon sans grosse Bon, expérience, sans prépa. gros volume d'entraînement. J'étais vraiment content. J'étais très satisfait de ce chrono-là. Et puis, à partir de là, j'ai commencé vraiment à apprécier ce sport qui est la course à pied, qui est le trail. Ok, et t'es allé jusqu'où, jusqu'à quelle distance, t'es monté comme ça progressivement en distance, t'as été jusqu'où? Alors, donc là, c'était en 2014, premier marathon. En 2015, j'ai fait un 100 km route. D'accord. Ok. Et Enchaîné x2. voilà, c'est ça. Je crois que je n'avais même pas encore fait de semi-marathon. Hein, donc là, j'étais passé du marathon au 100 km. Bon, il y a eu peut-être quelques courses à la saucisse entre-temps, mais j'étais vraiment dans cette optique de faire du kilomètre, me prouver à moi-même que j'étais capable de faire certaines choses. Et la course à pied, c'était vraiment le sport qui me correspondait à ce moment-là. Et donc, je m'étais inscrit à un 100 km de Mécleuve, qui a eu lieu seulement une année d'ailleurs. Je crois ils l'ont pas reconduit l'année suivante, parce que Mm. c'est un petit village, il n'y a pas énormément de personnes, tu vois. C'est pas comme le 100 km de Millau où tu te retrouves avec des dizaines de milliers de coureurs. Et malgré tout, c'était aussi une expérience très compliquée. C'était une journée où il faisait plus de 30 degrés, le soleil tapait à fond. Je m'en suis sorti au bout de 15 heures avec des coups de soleil sur tout le dos. J'avais couru en débardeur, j'avais pas mis de crème solaire. C'était juste horrible. J'ai vomi à l'arrivée. On était une centaine au départ. Ça aussi, faut le noter. C'est-à-dire que c'est pas comme un 100 km de Millau où tu as toujours d'autres personnes avec toi. Là, Ah tu es oui. vraiment seul. Et moi, je crois que j'étais le dernier à l'avoir fini. On était une trentaine qui ne l'ont pas fini. J'étais le dernier arrivant et j'ai fait toute une partie du parcours, mais seul, vraiment seul. Et à la petite anecdote, au partir du 70e kilomètre, il y a quand même une personne de l'organisation qui servait un petit peu de serre-file, qui était en vélo et qui m'a accompagné, qui m'a donné un rythme dans les 30 derniers kilomètres. Et heureusement que cette personne était là, parce que sinon, je pense que j'aurais abandonné clairement. J'étais déjà en train de marcher. Et ça m'a permis, malgré tout, d'avoir ce soutien mental et de pouvoir retrouver un petit rythme de 6-7 km heure sur les 30 derniers kilomètres et de finir ce 100 km en 15 heures, si je dis pas de bêtises, 15 heures, plus de 15 heures, 15h05, 15h10. D'accord. Bah ça m'intéresse, ça, cette histoire de Serfil, parce que c'est une spécificité dans les trails et dans les courses. Tu vois, 100 km, je savais pas qu'il y avait des Serfils. Euh,
dont on ne parle jamais. C'est des gens, on parle souvent des bénévoles qui sont au ravito, au balisage, mais les serre-files, et pourtant ils ont un rôle qui est extraordinaire, qui est primordial, et c'est des psychologues de fin de peloton. Complètement. Parce qu'il faut qu'ils donnent de l'énergie et du boost aux gens qui ont envie d'abandonner et qui sont dans le plus mal. Quelle relation t'as tiré avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a un petit peu marqué ou euh, comment est-ce que ça s'est passé cette relation pendant les 30 derniers kilomètres? Parce que 30 bandes, c'est long, hein, mine de rien. C'est super long, mais au final, je trouve que c'est passé beaucoup plus rapidement justement avec cette personne-là, parce que du coup, on avait la communication. Forcément, à 6 km/h, tu as le temps de parler. Et Mm. je me souviens même plus de son nom pour te dire. J'arrive même plus à mettre un visage sur cette personne-là. On sait jamais, peut-être qu'elle nous regarde durant ce live-là. Si elle se reconnaît, vraiment, merci infiniment à toi, parce que je sais pas comment te remercier, mais je l'aurais jamais fini sans toi. Et, euh, et quelle relation j'ai eu avec. Tu sais, ça remonte quand même il y a 5 ans, mais euh, sans lui, je l'aurais pas fini. Sans lui, je l'aurais pas fini. Il m'alimentait également parce que du coup, il avait dans son sac pas mal de gels nutritifs, tu sais, les petites pâtes de fruits, ce genre de trucs là. Et moi, j'avais plus rien. J'étais parti, mais sans sac, et je pouvais que m'alimenter au ravito. Et clairement, là, j'étais à 2 doigts de ramper, quoi, limite. Et j'avais besoin justement de me nourrir et d'avoir ce soutien mental. Et sans lui, clairement, je l'aurais pas fini. Je l'aurais pas fini. Je pense que l'ambulance, elle m'aurait rattrapé. Super. Eh ben, écoute, un beau témoignage pour tous ceux qui ont déjà occupé ce rôle-là et qui ont aidé d'autres personnes à accomplir leurs défis. Voilà, donc on leur passe un petit coucou à tous ceux qui ont ce rôle-là sur les courses. Alors Nicolas, ok, donc 100 bornes, ça en plus c'était un gros défi pour toi. Est-ce que tu as eu d'autres défis comme ça, des gros trails ou où tu t'es dit là c'est Alors, bon, c'est la fin? alors, à partir de ce 100 km-là, clairement, j'ai été dégoûté du long. J'ai été dégoûté du long parce que euh, pendant une semaine, j'ai boité. Je devais aller au boulot le lendemain. Je travaillais chez Leroy Merlin à l'époque. Pendant une semaine, j'ai boité. J'ai boité. Les gens ne comprenaient pas. Je leur ai expliqué que j'ai fait un 100 km. Pour eux, c'était... Il est fou celui-là. Pourquoi il a fait ça? Les gens, ils comprennent pas. Quand tu n'es pas dans ce monde-là, tu peux pas comprendre ça. Tu leur parles de 10 km, c'est déjà exceptionnel. Alors quand tu leur parles de 100 km d'ultra trail, ils connaissent pas, quoi. Je veux dire, ça va au-delà des limites humaines, si je peux dire. Alors que pour nous, c'est plus, on va dire que voilà, c'est du défi, mais on sait qu'on est capable. Mais du coup, ça m'a quand même malgré tout dégoûté du long, et je me suis plus focalisé ensuite sur le fait d'améliorer mes chronos sur du 10 km, sur du 5 km, sur des courses courtes où j'avais plus, comment dire, de potentiel, j'avais plus de plaisir surtout suite à cette course-là, à participer justement à des petites courses, à chercher également des classements. Mais malgré tout, une ou deux fois dans l'année, j'ai envie de mettre des défis et de participer à des courses plus longues. Et en 2020, fin 2020, je me suis inscrit à la Saint-Élion, vraiment sur un coup de tête. Donc la Saint-Élion, beaucoup ne la considèrent pas comme étant un vrai ultra trail, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de D+, 2500 mètres de D+, pour 80 bornes, enfin 76 bornes, c'est pas forcément excessif. Mais malgré tout, les conditions de cette course-là sont vraiment très rudes. Et franchement, c'était une expérience exceptionnelle. Je pense d'ailleurs la plus exceptionnelle de toutes. Même, je la place même devant mon 100 km en termes de difficulté. Pourquoi? Tout simplement parce que gérer le froid, gérer la pluie, parce qu'en 2020, c'était vraiment une année dantesque. Pluie, froid, boue, beaucoup d'hypothermie, et notamment au 30e kilomètre, quand tu t'arrêtes au ravito de Sainte-Catherine. Le premier gros ravito, parce que le premier, j'ai complètement passé, parce qu'il y a tellement de monde, tu sais, le premier ravito, t'arriverais à prendre, t'es obligé d'attendre pendant 20 minutes le temps d'avoir une boisson chaude, donc ça sert à rien. On m'avait déjà conseillé de le passer, de même pas le regarder, quoi, de même pas être tenté de t'arrêter parce que tu vas perdre trop de temps. Et t'arrives au 30e kilomètre, t'as tes habits qui sont trempés. En plus, moi, j'étais parti avec du matos, mais vraiment pas de qualité. J'avais même un coupe-vent chez Decathlon à 20 euros. Non, mais vraiment, tu t'imagines pas. Et j'avais froid, j'étais trempé. Et au 30e kilomètre, bon, ta petite soupe chaude, ça te fait du bien, tu commences à manger. Mais le fait de t'arrêter pendant 10 minutes, après pour repartir, le corps trempé, c'est très, très, très dur.
Et je pensais d'ailleurs même abandonner à ce moment-là. Malgré tout, au bout de 5-10 minutes de course, une fois que ton corps il commence nouveau à se réchauffer, ça allait, tu es nouveau dans la course. Et à partir de là, étrangement, ça s'est vraiment très bien passé jusqu'au 60e kilomètre. J'étais vraiment bien, mieux qu'au début de la course. Et au final, j'ai terminé ce trail-là en, je crois, 10 heures. J'ai quand même terminé dans le top 1000. Malgré tout, on était 5000, plus de 5000 au départ. Faire un top 1000, pour moi, c'était exceptionnel. Surtout que j'ai pas, comme dit, j'avais pas plus de, comment dire, d'entraînement sur du long. Moi, c'est vrai que mes entraînements dans la semaine, c'est 3-4 sorties dans la semaine. C'est du 10 ou 15 km maximum, tu vois, je m'entraîne très rarement sur du long. Par contre, je fais des séances plus longues en vélo. Ça, pour tout ce qui est séances d'endurance fondamentale, sur du long, je préfère le pratiquer en vélo. Ok, tu fais partie aussi de cette team-là qui mixe entraînement croisé avec donc vélo et course à pied et peut-être autre chose aussi. Tu fais d'autres types d'entraînement? Alors, de la natation. Bon, là, c'est un peu plus compliqué forcément avec les stades les stades nautiques qui sont fermés, mais de la natation 1-2 fois dans la semaine. Et bon, après, moi, j'ai pratiqué beaucoup de sport durant ma jeunesse, durant mon adolescence. Et encore, il y a pas longtemps, je pratiquais la boxe, le tennis. Après, voilà, c'est pas forcément des sports qui sont directement complémentaires avec la course à pied. La gestion du cardio n'est absolument pas la même dans le tennis ou dans la boxe que dans un sport d'endurance comme la course à pied. Mais voilà, malgré tout, je pense que ça m'a quand même donné certaines bases en tant que sportif, tout simplement. Et aujourd'hui, je me concentre vraiment sur les sports d'endurance, savoir la course à pied, le vélo et la natation. Ok, super Nicolas, bah merci de nous avoir dressé un petit peu ce tableau de ta progression et de ton évolution de sportif. J'aimerais qu'on aborde un sujet. Alors déjà, j'ai oublié de préciser à tous ceux qui connaissent pas le principe de l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Nicolas ou juste nous passer un petit coucou dans l'espace commentaire et ça nous ferait déjà très très plaisir. Comme les vieux qui courent et qui disent salut les amis et salut à un collègue photographe. Et ça me donne une transition toute faite. J'aimerais qu'on parle de ton métier de photographe. Comment est-ce que tu en es venu à cette activité, ce métier de photographe? Alors, de photographe, je dirais même sportif, parce que ça représente quand même le gros de mon activité, qui plus est dans le monde de la course à pied, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis malgré tout polyvalent, je réalise toutes sortes de photographies. Alors, comment que je suis venu à ce métier-là? Par où commencer? Alors, Tout le moi, monde fait des photos. Ouais. Tout le monde fait des photos, surtout maintenant avec les smartphones. Tout le monde aime ça un petit peu, essayer de faire une petite belle photo, faire des choses comme ça. Mais il y a un certain groupe de personnes qui poussent le truc, qui poussent l'activité un petit peu plus loin, à aller chercher de la belle photo, à aller chercher de la technique, des rendus visuels artistiques. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans ce métier? Alors déjà pour la petite histoire, moi à la base, j'ai pas beaucoup travaillé dans le domaine salarial, c'est-à-dire qu'à la sortie de mes études, j'ai fait un DUT Tech de Co, donc tout ce qui est communication commerciale. Normalement, j'étais censé me diriger vers un métier lié à la vente. J'ai exercé quelques petits métiers par-ci par-là, chez Decathlon, chez Leroy Merlin, mais j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi parce que je n'arrivais pas à, comment dire, donner tout mon potentiel. En général, quand tu arrives dans le monde du travail à 22, 23 ans et que tu sais que tu as un certain potentiel, que tu aimes développer des choses, mais en fait, tu ne peux pas parce que tu es, entre guillemets, en bas de l'échelle, si je peux dire. Et c'est compliqué d'évoluer rapidement dans ces entreprises-là, dans le monde du salarial. Donc, j'ai très vite compris que ce n'était pas quelque chose qui me plaisait, ce n'était pas un endroit dans lequel j'allais pouvoir, comment dire, trouver du plaisir. Et je me suis dit, il faut que je trouve un métier dans lequel je me lance à mon compte. Et à ce moment-là, clairement, je ne savais vraiment pas dans quoi me lancer. J'avais aucune compétence en photographie. J'avais déjà acheté à l'époque un petit appareil photo, mais vraiment c'était histoire de toucher un petit peu, voir si ça me plaisait. Je l'ai très vite revendu parce que je trouvais que j'étais très mauvais. Et mais en même temps, c'est parce que l'appareil il était très mauvais aussi. Mais voilà. Mais malgré tout, à cette époque-là, donc c'était au moment où j'avais commencé la course à pied, donc en 2014, j'avais fait le constat que sur les différents événements auxquels j'ai participé, il n'y avait jamais de photographe professionnel à l'arrivée. Et moi, malgré tout, j'aime bien, comment dire, partager des belles images. J'avais des collègues, enfin des amis qui étaient photographes et j'adorais leur travail. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas récupérer des belles photos de nous en plein effort sportif. En général, tu avais toujours des bénévoles, voilà, avec le téléphone qui prenait des photos, mais les trois quarts des photos étaient floues.
et n'était pas de qualité. Des fois, tu te retrouvais même pas dessus. Et c'était toujours frustrant parce que tu vois, tu passes devant le photographe, tu fais un beau sourire, tu es content, tu te fais un petit sprint et au final, après, à la fin, tu te retrouves même pas en photo, tu es dégoûté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est très, très frustrant. Surtout aujourd'hui, voilà, on aime bien partager sur les réseaux. Donc, voilà, c'est super cool, quoi. Et je me suis dit, mais il y a de plus en plus de courses qui voient le jour. Pourquoi pas développer une activité de photo professionnelle? Je suis sûr que ça pourrait marcher. Et en fait, je me suis pas posé la question trop longtemps, hein. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit très vite. Si j'ai une idée, soit je la mets en pratique, soit je la laisse tomber. Je passe pas mon temps, des mois dessus, tu vois, à me dire est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. Non, là, directement, au bout de 2 semaines, hop là, j'avais cette idée-là. Je me suis dit, allez, c'est parti, je vais acheter du matos. Alors, je vais pas dire professionnel parce que j'avais pas forcément un gros budget à la base, mais c'était quand même du matos, on va dire semi-pro, amateur plus, tu vois, avec un bel objectif quand même qui me permettait de faire de la photo sport. Et j'ai commencé à contacter les organisateurs de courses locales. Et d'ailleurs, la première course que j'ai couverte, c'était ce fameux 10 km auquel j'avais participé. Et donc, moi, si tu veux, je me suis lancé comme ça. Je contactais les organisateurs, je les appelais, je leur dis, écoutez, aujourd'hui, je suis photographe sportif et je vous propose de venir faire des photos sur votre course. Ça ne vous coûte rien. C'est les coureurs qui ensuite peuvent passer commande au travers d'une boutique en ligne, de leurs photos tout simplement. Donc ça, c'était super parce que ça m'a permis de me faire connaître. C'est-à-dire que je me déplaçais gratuitement tous les week-ends sur tous les événements et je me suis fait une renommée comme ça. Et petit à petit, les coureurs me connaissaient, les coureurs ont liké ma page Facebook et certains achetaient mes photos. Mais malgré tout, ce que j'ai constaté au bout de 6 mois, c'est que tu as très peu de personnes qui passent vraiment à l'acte d'achat. C'est-à-dire que sur 100% de coureurs, tu as environ 5% de coureurs qui vont faire l'effort d'acheter sa photo entre 5 et 10 euros. Alors, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, dans le monde de la course à pied, ok, certes, tu vas payer un dossard une dizaine d'euros, tu vas payer ton matos, voilà, c'est comme un sport qui va coûter un petit peu d'argent. Et les gens, payer une photo, 5 euros, 10 euros, ils comprennent pas, ils se disent, mince, mais c'est cher, quoi, c'est juste une photo, j'ai pas envie de payer 10 euros une photo. Et ils comprennent pas, en fait, tout le travail qu'il y a derrière, ils comprennent pas l'investissement en temps. Et je peux le comprendre parce que peut-être en tant que juste coureur, si je m'étais pas lancé dans ce métier-là, je ne l'aurais peut-être pas compris non plus. Bien que moi, j'achetais toujours mon pack de photos. Quand je faisais un marathon, j'achetais le pack de photos à 30 euros parce que voilà, j'étais content d'avoir des belles photos. Mais quoi qu'il en soit, je retrouvais toujours mes photos sur la toile, sur Facebook, mais avec le fameux filigrane avec mon logo dessus. Et ça, je peux te garantir que c'est hyper frustrant quand tu vois que tout le monde kiffe ton travail, que tu as plein de commentaires, plein de partages, plein de likes, mais que malheureusement, peu de personnes passent à l'acte d'achat et qu'au final, tu arrives à peine à rentabiliser ton déplacement au travers de ce que tu vas gagner sur les 5%. Et encore 5%, c'est bien. Des fois, c'était moins. Tu dépends des événements. Et c'est très compliqué. Et à partir de là, je me suis dit, soit tu as deux options, Nicolas, soit tu arrêtes parce que tu vois bien que c'est pas rentable et que tu peux pas en faire un vrai métier, soit tu cherches une autre solution de vendre ton travail. Et forcément, j'ai choisi la deuxième option. Et ce que je propose aujourd'hui et qui fonctionne extrêmement bien, c'est que c'est l'organisateur qui va payer ma prestation. Donc, je vais avoir un tarif qui va varier en fonction du nombre de coureurs. Ça va être dégressif, forcément. Plus tu as des coureurs, plus le tarif par coureur va être dégressif. Ça tourne aux alentours de 1,50 € par coureur, donc c'est vraiment pas grand-chose au final. Et c'est l'organisateur qui me paye. Il a la possibilité également d'affecter ce budget-là sur le prix du dossard. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Un organisateur qui me dit qu'il n'a pas de budget, je lui dis, écoute, c'est très simple. Tu as ton dossard à 8 ou 10 euros, tu mets 2 euros de plus, c'est pas bien grave, et tu précises que les photos professionnelles de l'Impala Photographie sont offertes derrière, et tout le monde est content. Au final, le coureur, il a un pack de photos de 3 à 4, 5, 6, 7 photos, ça dépend bien sûr ce que je suis capable de shooter au moment où il passe devant. En général, je loupe très peu de personnes sur des courses 300, 400, 500 personnes, je loupe personne. Et le coureur a en moyenne 5 photos, tu vois, pour au final soit être gratuit si l'organisateur a pu mettre le budget, soit être pour 1 ou 2 euros en plus sur son prix du dossard, alors que ça lui aurait coûté une trentaine, une quarantaine d'euros autrement. Ah, c'est intéressant comme tu as évolué de business model, mais en même temps, c'est une expérience qui t'a fait connaître et qui t'a fait aussi ton expérience et qui a fait que tu es passé d'amateur éclairé à professionnel. C'est ça exactement. Donc, de toute manière, j'étais obligé de passer par là. J'étais obligé de passer par cette période de début. J'étais pas du tout connu. J'étais obligé de me faire connaître auprès de la communauté des coureurs.
auprès des organisateurs aussi. Donc, dans tous les cas, j'étais obligé de fonctionner comme ça au moins les premiers mois. Et heureusement, beaucoup d'organisateurs aujourd'hui ont compris l'intérêt de cette formule-là, l'intérêt de ce business model-là. Et aujourd'hui, j'ai de la chance quand même de travailler avec une bonne vingtaine, voire même une trentaine d'organisateurs chaque année. Et chaque année, il y a des nouvelles courses qui voient le jour et des organisateurs qui m'appellent, qui me demandent si je peux être disponible pour la date, ce qui est même d'ailleurs assez problématique parce que voilà, moi je suis seul à travailler et des fois malheureusement les courses ont lieu le même jour et on me sollicite sur deux courses différentes qui ont lieu le même jour, c'est très compliqué. Alors des fois j'ai travaillé un ami ou un confrère photographe, ça m'est déjà arrivé. Ça se passe généralement bien, mais c'est pas forcément la solution idéale parce que bon les gens quand ils font appel à moi, c'est pour la qualité qui va avec, c'est vraiment pour la personne aussi, tu vois. C'est aussi parce que voilà, je suis coureur, parce que je fais partie un petit peu de cet univers-là. C'est pas seulement pour les photos, mais bon, malgré tout, exceptionnellement, des fois ça passe, mais voilà, le mieux c'est toujours que ça soit moi qui soit derrière l'objectif, forcément. Ouais, bien sûr. Après, c'est aussi, s'ils viennent de ta recommandation, c'est aussi un petit peu toi qui mets le coup de tampon et qui assure la qualité du travail de l'autre. Et là aussi, toi, faut être garant un petit peu derrière. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai eu une mauvaise expérience un jour. Ça m'est arrivé une fois. Et là, ça m'a un petit peu refroidi justement sur le fait de missionner d'autres photographes. Alors, heureusement, j'ai quand même des personnes, des amis qui sont des très bons photographes que je sollicite régulièrement, une, deux fois dans l'année, avec qui je sais qu'il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est déjà arrivé que malheureusement, voilà, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Et malheureusement, j'ai dû assumer en tant que prestataire malgré tout, même si c'était pas moi qui étais derrière l'objectif. C'est des choses qui arrivent. C'est des expériences tout simplement. Et voilà, ça fait partie de l'évolution des choses. Et Exactement. Alors, du coup, tu as aussi eu d'autres activités en parallèle de ça. Tu as monté d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en parler de ces ouais. projets que tu as lancés Alors, je me permets juste de répondre à une question de Francis. Donc, juste par rapport au matos, actuellement, je travaille en D850, donc Nikon D850. Et en termes d'objectifs, vraiment, mon objectif vraiment passe-partout que j'utilise vraiment pour le sportif, mais également pour tout ce qui est mariage. Et au final, pour quasiment tout, c'est un Sigma 150, non, je raconte 70-200 mm. Donc, c'est vraiment le couteau suisse, on va dire, des objectifs. Après, j'ai également un 150-600 mm que j'utilise moins, peut-être dans 5% des cas, qui me permet vraiment d'avoir une grosse longueur d'avance sur les couleurs, mais c'est vraiment pas forcément adapté à toutes les courses. En général, ça va être du Nikon D850 couplé à du Sigma 70-200 mm en 2.8. Voilà. Donc là, je risque de parler chinois pour ceux qui connaissent peut-être pas le jargon de la photographie, mais c'est pas grave. Je pense que Francis connaît, donc c'est cool. Ouais, ça aidera les amateurs éclairés et professionnels. Moi, je suis de la team téléphone. Franchement, ils font des très belles photos aujourd'hui et sont vraiment nettement améliorés. C'est vraiment génial. Franchement, c'est super top ce qu'on fait en appareil photo sur les téléphones. C'est génial, quoi. Vraiment, je suis impressionné. Donc, pour répondre à ta question, oui, sur les autres activités. J'en ai une autre avant pour rester sur la photographie. On reviendra sur l'autre sujet après. Est-ce que tu as une petite anecdote de photographe marrante, sympa, quelqu'un qui essaye de faire une figure et qui se quiche, enfin des trucs comme ça un peu inédits alors j'en ai tellement, tu sais, j'ai couvert une centaine d'événements. Je dois être à 130, 140 reportages photos de course. Alors, des anecdotes, mais j'en ai des milliers, vraiment. Allez, choisissons nous deux. C'est compliqué. De manière générale, il y a beaucoup de coureurs qui, dès qu'ils me voient sur la course, dès qu'ils voient mon objectif au loin, ils se préparent déjà, tu vois, à faire un petit saut de cabri, un truc comme ça. Donc, ça fait toujours des photos qui sont hyper originales. Je me rappelle qu'une fois, il y a une amie qui a terminé la course sans ses chaussures parce qu'elle avait mal aux pieds. Et on a fait une photo qui était juste géniale parce qu'elle avait ses chaussures au final dans les mains, tu vois. Et elle m'a fait une petite figure comme ça et c'était juste génial, quoi. La photo, elle était exceptionnelle. Et voilà, quoi. Ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Et je couvre également des courses à obstacles, les courses à obstacles avec de la boue, tu sais, un petit peu style mud day. C'est une arborède à Stavolt. Et ça, c'est des courses où moi, je finis, mais complètement recouvert de boue. C'est-à-dire que il y a toujours une sorte de bizutage, en fait, qui est monté par les bénévoles de la course qui visent justement à faire des câlins aux photographes. Et ça, c'est depuis la première année, depuis 2016, depuis la première édition du Nabored. Et j'ai le droit à ce fameux bizutage-là, c'est-à-dire qu'au final, je finis aussi crade que les participants. Et c'est génial parce qu'après, je termine à la douche aussi. Mes habits sont
rempli de boue. Et au final, c'est comme si j'avais fait la course alors que j'étais derrière l'appareil photo. Donc voilà, c'est des petits moments de partage, mais des moments comme ça, il y en a vraiment une multitude c'est vraiment fantastique. C'est vrai qu'en général, quand on voit le photographe, quand on est encore assez lucide pour le voir, souvent on se prépare un petit truc, on prend sa distance avec l'autre coureur qui est devant pour avoir sa photo. C'est ça, et ça, c'est ce que je conseille de faire parce que des fois, il y en a qui le font pas malheureusement, et c'est compliqué d'isoler un coureur quand tu vois le gros du peloton qui arrive et que tu as un gros groupe, c'est compliqué d'aller chercher vraiment le coureur qui est derrière, qui est camouflé. J'y arrive malgré tout, tu vois, j'ai l'habitude maintenant, quand je vois des groupes de personnes qui passent dans l'objectif, dans ma tête, si tu veux, je sais exactement manier l'objectif et l'appareil pour vraiment optimiser au mieux ma séquence de shoot. Et ça, je le fais de manière complètement instinctive aujourd'hui. C'est pas forcément quelque chose qui était naturel lors des premiers shootings, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Et j'arrive malgré tout à m'en sortir. Mais il arrive malgré tout que des fois, des coureurs, voilà, ils sont cachés derrière d'autres personnes et c'est juste impossible. Donc, je conseille toujours, si vous voulez avoir une belle photo, bien, comment dire, où il n'y a pas d'autres personnes derrière ou d'autres personnes sur la photo, d'essayer vraiment à vous déporter, parce qu'à partir du moment où je vois des personnes qui se déportent, qui font l'effort de se déporter, forcément, mon attention se porte sur elles et je fais en sorte de pas les louper, quoi. Hmm. Ok. Et alors du coup, parlons un petit peu de tes projets annexes que tu as essayé de monter ou que tu as monté et qui tournent encore de ton activité d'entrepreneur, parce que Mm. c'est ce que tu es avant tout, hein, j'ai l'impression, t'as l'entrepreneuriat en toi. Mm. Donc, il y a eu plusieurs projets. Il me semble que tu as monté un projet, tu me dis si je me trompe et si ma mémoire me fait défaut, et tu avais monté un projet de stickers. Ouais, exact. Exact. Alors ça, c'était vraiment le premier projet annexe qui a suivi donc l'Impala photographie. En fait, moi, comme tu dis, j'ai vraiment l'âme de l'entrepreneur, j'ai vraiment la fibre entrepreneuriale et juste faire de la photo, ça me suffisait pas. En fait, j'ai tellement pris de plaisir dans cet univers-là de la course à pied, je me suis créé une véritable communauté et je me suis dit, ben, pourquoi pas développer d'autres projets autour de ça. Et Mm. j'ai eu l'idée donc de ces fameux stickers, donc c'était les stickers Runner Stickers, donc ça existe toujours, c'est une entreprise que j'ai revendue aujourd'hui à une société qui s'appelle RunLab, qui en fait c'est un magasin à Millau, comment ça s'appelle, c'est cette filiale de magasin avec l'enseigne Endurance Shop, voilà. En fait, c'est une personne que je connais au travers de mon réseau qui m'a contacté, qui a donc une de ces magasins-là, et qui m'a dit, écoute, Nicolas, ton projet, il m'intéresse parce que je voulais le vendre. Parce qu'à la base, si tu veux, les runner stickers, déjà, c'est vrai qu'on les a pas présentés, mais c'est quoi? C'est simplement des stickers que vous collez à l'arrière de votre voiture. C'est un petit peu comme les stickers motard à bord, les stickers communautaires motard à bord que tout le monde connaît. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour la communauté du running? Et j'ai donc créé des stickers runner à bord, trailer à bord, ultra trailer, triathlète, au final, pour tous les types de coureurs. Et ça a très, très bien fonctionné au début. J'ai fait pas mal de ventes. Et petit à petit, ça s'est un petit peu essoufflé. Et au final, c'était une activité qui me demandait beaucoup de temps, notamment à manager sur les réseaux sociaux. L'envoi des colis aussi, c'était des trucs que j'aimais pas forcément faire. Et au bout d'un moment, quand tu génères une centaine, 200 euros tous les mois, mais qu'au final, tu vois que ça te prend plus de temps qu'autre chose, tu te Mm. dis que voilà, vaudrait peut-être mieux soit le déléguer, soit tout simplement vendre l'entreprise. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je l'ai vendu en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est toujours géré, hein. Il y a, il y a toujours des commandes qui sont passées, sauf que c'est plus moi qui le gère. Mais donc, ça, c'était vraiment ma première, enfin, ma deuxième entreprise, si je peux dire, en lien avec le monde de la course à pied. Ensuite, suite à ça, j'ai monté la team Impala. Je sais pas si tu en as déjà entendu Ouais, j'en ai parler. vu passer les Alors, tenues. ouais, donc ça, c'était un petit peu en même temps que les fameux stickers. La team Impala, à la base, c'est simplement une team de coureurs qui visait à la base à faire la promotion de mon activité photo sur les courses. C'est-à-dire que voilà, j'avais créé des maillots avec mon logo. Et le but du jeu, c'était simplement de faire partie d'une équipe et également de faire la promotion de mon activité photo. Et en échange, les coureurs avaient certains avantages, des photos gratuites, ce genre de trucs-là. Et petit à petit, au final, la team Impala s'est développée. À la base, c'était vraiment réservé à des sportifs, on va dire, entre guillemets, élite qui faisaient souvent des podiums. Parce que voilà, le but, c'était de pouvoir communiquer sur mon entreprise et donc il fallait avoir de la visibilité. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah, c'est vraiment sympa de faire une team ouverte à tout le monde et pas seulement aux sportifs élites, entre guillemets.
Et à partir de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et pourquoi pas créer une véritable entité à part? Et au final, aujourd'hui, la Team Palace, c'est plus de 100 coureurs, principalement dans le Grand Est, mais également en Belgique et également dans certaines autres régions. Mais on est quand même une majorité dans le Grand Est. Donc, on a des très beaux maillots bleus avec la gazelle qui court. Ils sont très sympas, très stylés. On a des coureurs vraiment de tous les niveaux, à la fois des coureurs qui font régulièrement des top 10, des podiums, et des coureurs voilà, qui courent juste pour le plaisir. Et c'est une très bonne ambiance. Et là, ça commence vraiment à manquer parce qu'on se retrouve vraiment sur les courses. Au final, c'est vraiment notre lieu de rendez-vous et là, ça devient compliqué. Ça devient Alors, comment est-ce que tu l'animes, ça, du coup? Comment Comment est-ce que le... tu l'animes, cette team? Comment est-ce que tu l'as fait vivre? Alors, en fait, si tu veux, on a un groupe privé sur Facebook où vraiment il y a tout qui est géré à l'intérieur de ce groupe privé-là. Et sinon, la plupart, comme je t'ai dit, la plupart du temps, c'est vraiment sur les événements qu'on se rencontre parce qu'au final, on n'est pas originaire du même coin. C'est pas une team d'entraînement, tu vois, qui est vraiment localisée sur une seule ville, tu vois, ou sur un secteur. Là, on vient vraiment de coins différents. Donc, nos lieux de rendez-vous, c'est vraiment sur les courses à pied de la région principalement. Et voilà, après, comment je la fais vivre? À travers du groupe, au travers de la page Facebook. C'est vraiment beaucoup de communication digitale. Ouais. Et c'est vraiment une super bonne ambiance parce qu'on s'entend tous super bien. Et là, comme dit, avec le confinement, tout ça, ça fait un moment qu'on s'est pas vu et c'est compliqué d'organiser des choses et ça va repartir. Ça va repartir de toute manière. Donc, Ok, donc les stickers, la team, Calan Run aussi. Caloren, ouais. Alors Caloren, ça c'était vraiment le dernier projet Ah, il y a eu en lien avec. les aimants avant. Ah, oui, mais ça, je vendais ça justement avec les Caloren. C'était sur la même boutique parce que j'avais pas envie de créer un site spécial pour ça. C'était vraiment un produit additionnel, si je peux dire, les fameux aimants porte-dossard. Et ça, Mm. d'ailleurs, c'est très, très pratique et franchement, c'est génial. Ça évite de trouver son t-shirt. Donc ça, c'était juste un produit additionnel. Mais revenons-en donc au fameux Caloren. Donc, les Caloren. Donc, comment que j'ai eu cette idée-là? En fait, aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus de courses qui voient le jour partout en France. Et 4500 je trouvais, infos en France. même plus, je crois, 7000, je crois. Je crois qu'on est à plus de C'est 7000. c'est les chiffres 2019. D'accord. Et ouais, ça doit être ça, effectivement, oui, 4500 aussi. Et effectivement, donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un calendrier régional avec toutes les courses référencées, donc par département et bien sûr par date. Et donc, en fait, il existe déjà aujourd'hui un fameux manuel, moi je l'appelle la Bible du running. C'est un manuel qui est édité par, je crois, Jogging International ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un bouquin dans lequel vous avez vraiment toutes les courses, vous avez même les numéros de téléphone des organisateurs, c'est super pratique. Par contre, ce que je trouvais dommage, c'est que ce bouquin-là est classé par ordre, comment dire, ordre croissant des départements et non pas par région. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas réutiliser justement ces informations-là et en faire un calendrier régional pour chaque région? Parce qu'au final, nous, en tant que coureurs, on va très peu se déplacer sur des courses hors région, bien sûr, à part pour certains événements, des gros événements, mais la majorité des courses se font au sein de notre région. Donc, je trouvais ça bien plus pertinent d'avoir un calendrier qui soit régional. Et donc, vous avez toutes les courses qui étaient référencées à l'intérieur par région. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de finir sur la photo de couverture de chaque mois, soit même sur la photo de couverture du calendrier et sur la photo de couverture de chaque mois du calendrier. Et ça passait au travers d'un concours qui avait lieu toujours en août. C'était un concours photo. Le but du jeu, c'était de nous envoyer votre photo. Donc, il y avait plusieurs critères. Ça devait être une photo professionnelle. J'ai eu pas mal de selfies, tu sais, des photos, mais complètement, je suis désolé de le dire, mais des photos complètement dégueulasses, tu vois, mais je ne pouvais pas me permettre de faire concourir ces photos-là. Et de toute manière, c'était expliqué dans les clauses du contrat que ça devait être des photos quand même de qualité professionnelle, soit réalisées par un pro, mais pas forcément, mais tant que la photo en elle-même, elle était de qualité. Et du coup, j'ai eu énormément de personnes qui m'envoyaient leurs photos et on faisait toujours un concours. C'était un concours de likes au travers de la page Facebook et les 12 ou 13 photos les plus likées finissaient donc dans le calendrier de l'année suivante. Et j'ai eu notamment beaucoup de grands noms qui ont participé à ce concours-là, comme Lucas Papi, comme Isabelle Fabre, donc je sais pas si tu connais également, euh, Anthony de Bref, je fais du trail, qui avait fini, je crois, à la couverture du premier Calan si je dis pas de bêtises. Et Anthony qui est passé à ce micro. ouais. Et ouais, du coup, c'était vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'engouement par rapport à ce concours-là. Mais malheureusement, en termes de vente,
c'était pas aussi génial. C'est-à-dire que je sais pas si c'était lié au format papier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'information on l'a sur au format numérique, on trouve l'information. Et même moi d'ailleurs, je suis quelqu'un aujourd'hui qui privilégie vraiment tout ce qui est digital. Et là au final, je lance un calendrier qui est papier, mais je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit ça va marcher euh, parce que c'est pratique, parce que vous avez tout de suite toutes les courses par région, enfin pour le mois en cours, et que visuellement parlant, c'est très pratique. Mais franchement, j'ai dû constater qu'au bout de 2-3 ans, je peinais à développer les ventes et j'avais jamais à sortir un chiffre qui était positif par rapport aux dépenses que j'avais. Mm. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'ai sorti également des produits additionnels pour essayer de compenser un petit peu ça. Je m'étais dit que voilà, au bout de peut-être 2-3 ans, ça va décoller. Tu vois, il faut peut-être du temps aux gens pour comment dire, pour adopter ce fameux calendrier-là. Mm. Et malheureusement non. Et là, en 2020, avec le Covid, c'était vraiment l'année de trop. Et c'est vraiment cette année-là qui a mis un terme, on va dire, à ce projet-là. Parce que Ouais, ouais, puis j'avais bien. du calendrier, parce que le calendrier papier se vend bien, j'en sais quelque chose. Toutes les fins d'année, je vais faire le petit porte-à-porte pour distribuer les calendriers des pompiers. Et Ouais, les gens l'apprécient, ce calendrier qu'on reçoit chaque année. Et le problème, quand tu veux en vendre, c'est que c'est une activité qui est hyper saisonnière. C'est que si tu rates la fin d'année, bah, c'est fini, quoi. Tu peux plus. Enfin voilà, les gens n'achètent plus de calendrier en janvier ou en février. exactement, c'est vrai. Et il y avait une autre problématique qui était sans doute la problématique du prix. C'est-à-dire que moi, les calendriers, je les vendais entre 25 et 30 euros. Et Mm. je pense que c'était un peu cher. Je pense que c'était un peu cher par rapport au budget qu'étaient prêts à mettre les personnes dans ce calendrier-là. Le problème étant que j'avais des quantités minimum de commandes à passer auprès de mon fournisseur pour avoir un prix qui était correct. Tu ajoutes à ça les différents frais de publicité, les différents frais annexes. Au final, je n'avais vraiment pas le choix que de vendre le calendrier à plus de 20 euros si je voulais dégager un bénéfice. Et le vendre à 15 euros, franchement, ça servait à strictement rien. Et puis même en termes de qualité, c'est quand même un calendrier qui était vraiment qualitatif, c'était vraiment du papier de qualité, c'était une encre de qualité. Et donc le prix était justifié, mais malheureusement, je pense que pour beaucoup, il était sans doute un petit peu trop cher. Et voilà, tous ces éléments-là ont fait que malheureusement, à un moment, tu te dis que voilà, tu arrêtes tout simplement parce que ça sert à rien de continuer une année de plus et de perdre encore de l'argent parce que c'était environ 2000 euros par année que je réinjectais justement parce que je payais également des personnes pour déjà la conception du calendrier. Je travaillais avec une graphiste et également pour la prise de notes de chaque région, tu vois, du listing de toutes les courses. Au début, c'est moi qui le faisais tout seul, mais tu t'imagines répertorier 4500 courses sur un tableau Excel, le nom de la course, le lieu, la date. J'avais fait ça la première année, j'ai très vite compris que c'était pas possible, il fallait que je paye des gens pour faire ça. Mm. Et voilà, c'était un budget et au final, malheureusement, je m'en suis jamais sorti dans le positif. Bah, c'était une belle idée en tout cas, hein. Enfin, ça en est toujours une belle, hein. C'est un peu, c'est un petit peu dommage, mais ça fait partie de ton expérience de vie, et de tes entreprises que tu as créées. Exactement. Et moi, comme je dis, je perds jamais. En fait, j'apprends toujours. C'est-à-dire qu'un business qui ne fonctionne pas, où je vais échouer, j'aurais appris énormément de choses, j'aurais rencontré de nouvelles personnes. Et ça, c'est que du positif. Donc, perdre de l'argent, honnêtement, mais c'est vraiment le dernier de mes soucis. Tu vois, l'argent que j'ai mis dedans, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre parce que ce projet me tenait à cœur, parce que je voulais le faire et j'aurais eu plus de regrets de ne pas l'avoir fait. Donc, franchement, c'est juste génial. Et je regrette absolument rien et ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Donc, c'est que du positif. Bien sûr, et ce conseil-là est vrai aussi dans le milieu du sport, dans le milieu du trail, hein. Si on abandonne malheureusement un événement, c'est pas que du négatif. Au contraire, on a toujours quelque chose à en tirer de positif, de bénéfique pour la suite. Et toi, c'est ce que tu as fait du coup avec ces expériences-là. Alors, j'aimerais qu'on aborde le sujet justement du Covid. On en a un petit peu parlé l'année dernière. Toi, ça t'a frappé un petit peu de plein fouet, hein, comme tous ces prestataires de courses qui vivent de tout ce qui est autour des courses. On ne parle pas forcément des organisateurs, mais tous les gens qui gravitent autour. Donc les photographes, après ceux qui louent les barnums,
toutes ces professions-là, en fait, dont on parle pas beaucoup et qui ont perdu leur activité pro. Comment est-ce que toi, tu as vécu au moment de l'annonce du confinement et que toutes les courses, tu sentais que cette année allait être un peu foutue en termes de photos et d'événements? Ah, j'étais complètement dépité. J'ai même dû faire, je pense, une petite dépression. Rien de trop grave, hein, mais j'étais vraiment très très mal parce que, comme dit, moi, mon activité photo, à 80%, ça tourne au travers de ces événements-là. Certes, je fais du mariage, mais de toute manière, c'était pareil pour le mariage, hein, c'était la même problématique. Donc, j'avais très bien vu la chose venir. Je savais très bien que j'allais perdre toute mon activité. Et c'est très dur à encaisser les premiers mois. C'est très très dur. Après, tu commences à te faire une raison. Tu commences à te dire que bon, voilà, t'es pas le seul dans cette situation-là et qu'il y a plein d'autres personnes comme toi. Voilà, qu'on va trouver des solutions. Alors au début, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas encore enfin les aides de l'État, tu vois, le fonds de solidarité. On savait pas trop dans quoi on allait aller, comment qu'on allait faire pour survivre. Et heureusement, en tout cas pour moi, je m'en plains pas, mais je touche quand même cette fameuse aide de l'État qui me permet quand même aujourd'hui de bien m'en sortir financièrement. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun reproche à faire par rapport à ça. L'État a très bien fait son travail. Après, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Ça va dépendre bien sûr des résultats que vous avez fait sur les années précédentes. Quelqu'un qui s'est lancé seulement en 2019, tu vois, qui a commencé son activité, il aura forcément pas fait beaucoup de chiffres en 2019. Forcément, il va pas avoir une aide qui va être très intéressante. Ça va être plus compliqué pour lui. Je crois que d'ailleurs Hugo, il en avait également parlé dans son live la semaine dernière, que pour lui, voilà, c'était pas forcément non plus oufissime, quoi. Donc ça va vraiment être au cas par cas. Moi, j'ai la chance de plutôt bien m'en sortir parce en 2019, j'avais fait vraiment une énorme année, quoi. Je crois que c'est là où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. J'avais enchaîné vraiment des prestations quasiment tous les week-ends entre mai et octobre, principalement bien sûr des événements sportifs, mais des mariages aussi. Et donc j'ai eu la chance de faire un beau chiffre d'affaires qui me permet aujourd'hui de bénéficier quand même de cette aide-là et d'être tranquille par rapport à ça. Mais malgré tout, l'aspect financier, c'est un aspect, mais également l'aspect activité. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses. Tu vois, je me la coule pas douce là. Ok, j'ai de l'argent qui rentre sans rien faire. Je ne peux pas rester les bras croisés et juste voilà à encaisser de l'argent. C'est impossible. Et du coup, j'ai dû réfléchir à d'autres choses, d'autres projets à monter. Voilà, pour quand même malgré tout gagner de l'argent autrement, ne pas dépendre de l'État. Et là, donc, du coup, c'était des projets qui n'étaient pas forcément en lien avec le running, parce que j'avais plus trop d'autres idées en tête. Et comme j'avais échoué avec le Canon Run, tout ça, ça m'a un petit peu dégoûté. Et puis même, de toute manière, c'était vraiment pas le bon moment, je pense, de lancer un projet dans le running. Enfin, j'avais quand même une idée malgré tout. Je comptais lancer une marque de textile, une marque de bandeaux, tu sais, de running. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé sur des maquettes, mais au final, c'est un projet que j'ai mis un petit peu en stand-by. Et justement, avec cette crise-là, je me suis dit, écoute, c'est vraiment pas le bon moment de lancer une collection de bandeaux de running. Personne ne va faire ta promotion. Il y a les événements, ils sont morts. On va pas les voir, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, ce projet-là, on va le mettre en stand-by. Et je me suis lancé dans une toute autre activité qui n'a strictement rien à voir avec le monde de la course à pied. C'est une activité en marketing de réseau qui touche le secteur de la consommation. Je ne sais pas si des personnes en ont déjà entendu parler. C'est une coopérative de consommateurs qui s'appelle Emrys et qui vise simplement à nous redonner du pouvoir d'achat au travers de l'achat de cartes cadeaux de différents partenaires commerciaux, alimentaires, sportifs. On a des partenaires d'ailleurs sportifs comme Decathlon, Iron en lien avec la course à pied, mais on a également des partenaires alimentaires, Carrefour, Auchan. En fait, on a des partenaires pour toutes les dépenses du quotidien. Et donc, c'est une activité qui touche au final le secteur de la consommation. Et donc, le but du jeu, c'est simplement de faire ses courses en carte cadeau et on génère du crédit d'achat. Et ce crédit d'achat devient de plus en plus intéressant au fil des années. Et comme c'est un marketing de réseau, forcément, on peut parrainer d'autres personnes et on va gagner des commissions sur le réseau, sur notre équipe. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, le marketing de réseau. On le voit de plus en plus, que ce soit dans le secteur de la santé, notamment avec les produits de nutrition, tu vois, des entreprises comme Herbalife, qu'on retrouve très souvent aussi dans le niveau de la course à pied, avec des stands souvent sur les courses à pied. On va avoir des stands Herbalife, des entreprises comme ça qui vendent leurs produits au travers d'un système en marketing de réseau. Et moi, comme je suis touche à tout, comme je suis curieux, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de développer une activité dans cette coopérative-là, qui est solidaire d'ailleurs, parce qu'il y a également une partie qui est reversée aux associations, et ça, je trouvais vraiment chouette, parce que moi, quand je fais des projets, quand je me lance dans des trucs, il faut à tout prix qu'il y ait toujours un certain pourcentage qui soit reversé à des associations. C'était d'ailleurs le cas
pour le calendrier running, pour le calendrier run, il y avait 10% qui étaient reversés à l'association Prader Willy France. Donc même si j'avais pas fait de bénéfices, je leur ai quand même reversé une certaine somme d'argent liée aux ventes. Et ça, c'est très important pour moi aujourd'hui. Peu importe dans les activités dans lesquelles je lance, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit reversé à une bonne cause. Ok, super. Donc ouais, c'est sûr qu'il a fallu rebondir et puis du coup tu t'es servi de tes compétences d'entrepreneur et puis de management aussi parce que tu es passé assez rapidement, je crois, à un stade où maintenant tu manages aussi des gens qui font cette activité-là C'est et ça, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 150 personnes. Donc, 150 personnes, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de management, comme tu dis. Et au final, c'est des compétences que j'avais déjà liées au management de la Team Impala, par exemple. Tu vois, on est une centaine de coureurs. C'est aussi du management. C'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui, notamment au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, notamment au travers des outils qu'on a à disposition, notamment les groupes Facebook qui sont vraiment très, très pratiques pour gérer justement ce management-là. Et j'ai des compétences dans ce domaine-là, je prends du plaisir dans ce domaine-là, autant presque qu'en photographie. C'est bien sûr incomparable, mais c'est malgré tout une activité où je prends beaucoup de plaisir à développer parce que je sais que ça aide des personnes. Voilà, ça aide des personnes. Ça donne un certain sens au final à ce que je fais. Ok, bah écoute, bravo hein, pour avoir rebondi comme ça. Ça doit donner du courage aussi à tous ceux qui ont perdu leur activité et qui n'ont peut-être pas eu d'idée, pas eu le courage de se lancer, pas eu l'envie aussi des fois de se lancer, de se renouveler dans d'autres projets. C'est sous l'envie, comme tu dis, et souvent c'est la procrastination, c'est-à-dire qu'on a souvent des très bonnes idées. Les personnes, tout le monde a des très bonnes idées, des projets en tête, on en a tous. Le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont vraiment les mettre en pratique, et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que tu as des fois la peur aussi du jugement, de se dire qui je suis pour lancer ça. Ça, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais le Exactement, jugement exactement. des autres, de se dire qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'échoue? Tu vois, toutes ces questions-là qui sont liées un petit peu à Ça. l'ego. Ouais, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, aujourd'hui, moi, je suis vraiment un habitué à ça. Je suis un habitué à la critique. Tu le sais bien. Tu regardes un petit peu ce que je publie sur les réseaux. Je suis continuellement critiqué. Peu Bon, importe ce que je fais aujourd'hui, peu importe ce que je fais aujourd'hui, je vais être critiqué dans tous les cas. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément facile à encaisser. C'est clair que l'ego, il prend un coup, mais petit à petit, au final, vous vous habituez et ça devient presque un certain plaisir après, au final, d'être critiqué. Et des fois, la critique peut être bonne. La critique peut être constructive et peut vous permettre de vous remettre en question également sur certaines choses. Donc, il n'y a pas toujours de la mauvaise critique. Mais dans tous les cas, les gens penseront quand même des choses sur vous. Les gens, voilà, ça après, il faut s'y faire tout de suite. Et si vous entreprenez dans un projet, c'est quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite. Et voilà, ça fait partie du jeu. Si vous faites rien, vous pouvez pas être critiqué de toute manière. exactement. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est de se lancer. C'est ça. Parce que une fois que tu es lancé, c'est parti. Une fois que tu l'as dit à tout le monde, tiens, je vais faire ça, bah, tu es obligé de le faire. C'est ça, exactement. Alors moi, je le dis même pas à tout le monde, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai un projet, je le dis même, j'en parle à très peu de personnes pour avoir Ouais. un avis, tu vois. Mais voilà, je veux pas faire un communiqué, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, moi, je passe directement à l'action, tu vois. Je passe pas par la phase, ouais, je vais faire ça, c'est génial, ça va marcher. Non, j'essaye et puis voilà. Après, soit ça marche, soit ça marche pas. Et puis fin de l'histoire si ça marche pas, et puis next si ça marche. Next, exactement. Ok. Alors, 52 minutes, là on va avoir les vrais, que ce soit en live, si vous arrivez et que vous débarquez, bah, vous arrivez au bon moment. Si c'est sur le podcast, vous êtes à la fin de votre sortie longue. Et donc ça tombe bien aussi, vous êtes chaud. On va parler d'un sujet. Alors le sujet dont parlait Nicolas juste avant et où il a l'habitude de se prendre un petit peu, de s'en prendre un petit peu plein la poire, mais aussi d'avoir plein de fans qui te suivent pour ça et qui te sont reconnaissants de ça. C'est ton engagement envers la cause animale. Tu es très très investi sur ce sujet-là. Moi, je suis toujours halluciné parce que je suis souvent ciblé par Facebook sur tes publications et tes réponses aux commentaires, du temps que tu dois passer à cette cause-là. J'imagine que tu dois y passer beaucoup de temps. Je t'avais envoyé un message il y a déjà quelques temps pour te dire ça. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet-là, donc de ton engagement envers la cause animale, et puis
comment ça se fait que tu te sois lancé là-dedans? Pourquoi est-ce que tu es autant investi? Et parle-nous un petit peu de tout ça. D'accord. Alors, moi, ça fait maintenant je dirais 3 ans, 3, 4 ans que je me questionne. Je me questionne sur plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup, et notamment donc sur la question du bien-être animal. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, j'ai commencé à regarder des séries de vidéos qu'on a sans doute déjà tous vues, des vidéos d'abattoirs, ce genre de vidéos bien trash, bien gore, qui font pas plaisir à voir, mais qui sont malgré tout la réalité de la chose aujourd'hui, enfin, pour beaucoup en tout cas d'industrie alimentaire en lien avec la viande. Et j'ai commencé à me renseigner sur d'autres reportages plus centrés, on va dire, sur le côté nutrition, santé, sur les avantages d'un régime végétarien ou végétalien, sur pourquoi l'homme aujourd'hui est totalement capable d'avoir un régime végétalien ou végétarien et sans avoir de carence. Et j'ai commencé à prendre de l'information petit à petit. À savoir qu'à cette époque-là, encore peu de temps avant ça, j'avais une vision qui était très négative au sujet du végétarisme. Enfin, c'est pas que c'était négatif, mais j'avais des a priori pour moi. C'était complètement crétin. J'avais quelques amis qui étaient végétariens, voire même végétaliens. Et moi, dans ma tête, c'était inconcevable. Alors, je respectais certes la chose, mais pour moi, j'étais sûr de ne jamais adopter ce mode alimentaire-là parce que voilà, l'homme a toujours mangé de la viande, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce que les profs nous enseignent, pourquoi ça devrait être différent. Et pour moi, c'était vraiment ancré en moi. Malgré ça, je sais pas, j'ai eu un moment, c'était un déclic. Je crois que c'était une vidéo c'était la première vidéo que j'ai vue, c'était c'était même pas enfin, si c'était une vidéo, mais c'était une animation, justement, c'était un tribunal où on voyait une personne qui avait consommé, comme tout le monde au final, de la viande toute sa vie, et elle passait devant un tribunal avec des juges, et les juges c'était des animaux, justement. Et franchement, elle est juste géniale, cette vidéo-là, il faudrait que je la retrouve. Et cette vidéo-là, elle m'a choqué, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, au final, tu vois les animaux qui disent, mais pourquoi que vous faisiez ça? Est-ce que vous saviez qu'il y avait d'autres alternatives? Vous saviez que ça nous faisait souffrir? Et à partir de là, j'ai commencé comment dire, à réfléchir autrement, tu vois, à recalibrer un petit peu mon prisme de pensée. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vrai. Pourquoi aujourd'hui tu continues encore à manger de la viande alors que tu sais très bien qu'il y a des alternatives. Tu vois très bien qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ont également adopté un mode de vie à base de végétal et qui s'en sortent très bien. On peut citer plein de noms, Novak Djokovic, tu as Serena Williams, Lewis Hamilton également. Il y a plein de sportifs aujourd'hui de haut niveau. D'ailleurs, on les voit dans le reportage, je sais pas si tu as vu sur Netflix, de Game Changers. Voilà, quoi, je veux dire, c'est un des reportages phares et forcément, je vous conseille de le voir parce que c'est très intéressant d'un point de vue informatif. Et du coup, j'ai commencé à reconsidérer cette question-là, cette question de l'alimentation. Et petit à petit, j'ai commencé à diminuer ma consommation. Donc, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai d'abord arrêté tout ce qui était viande rouge parce que déjà, j'étais pas très friand de viande rouge. Moi, j'étais plutôt volaille. Et une fois avoir arrêté la viande rouge, progressivement, j'ai arrêté également la volaille. Progressivement, j'ai arrêté également le poisson. Et au final, je suis passé, il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, à un mode alimentaire végétarien, mais à 95%, je dirais végétalien quand même. Souvent, les gens ne comprennent pas toujours les termes végétarien et vegan. Ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai l'impression que les trois termes ne sont pas forcément compris. Végétarien, vraiment pour faire un petit résumé, végétarien, c'est simplement c'est vraiment le mode alimentaire, c'est quand vous ne consommez plus de chair animale, donc plus de viande blanche, de viande rouge, de poisson non plus, mais vous continuez à consommer des produits d'origine animaux, donc des œufs, du lait par exemple. Végétalien, donc c'est la même chose, mais sans les produits d'origine animaux. Donc on oublie les œufs, on oublie le lait. Après, bien sûr, il y a des alternatives comme le lait de soja. Donc vraiment des alternatives aujourd'hui, on en a pour tous les goûts, même pour tout ce qui est viande végétale. D'ailleurs, ça c'est tout un débat également, cette appellation de viande végétale. C'est toujours intéressant de voir les débats là-dessus. Et enfin, donc il y a vegan. Vegan, c'est quoi? C'est simplement le mode de pensée, si je peux dire, quelqu'un qui se dit vegan. Déjà, c'est quelqu'un qui a un mode alimentaire qui est basé sur le végétalisme, donc pas le végétarisme. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va être contre tout ce qui est maltraitance animale, donc forcément la fourrure, tout ce qui est zoo, tout ce qui est cirque, tout ce qui peut être lié tout simplement à la maltraitance animale. Moi, après, c'est des termes que j'utilise
pas souvent. Je préfère parler simplement de bienveillance animale. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on catégorise trop les personnes. Toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es vegan, toi, t'es végétarien, toi, t'es végétalien. Et souvent, vegan, il y a une connotation péjorative, malheureusement, derrière, tu vois, alors que c'est juste un mot comme un autre. Mais souvent, aujourd'hui, il va être utilisé par des détraqueurs, entre guillemets, qui vont être pro-viande. Et au final, je trouve qu'il y a une connotation, malheureusement, qui est un peu négatif, tu vois, alors qu'à la base, pas du tout. Donc moi, je parle simplement et globalement de bienveillance animale, peu importe que vous soyez végétarien, végétalien, vegan, flexitarien également pour ceux qui ont diminué leur consommation de viande et qui ont une certaine éthique par rapport à ça. Voilà, je parle globalement simplement de bienveillance. C'est intéressant. Perso, je suis flexitarien. On a essayé avec ma femme de réduire notre consommation. Ma femme, elle a réussi bien mieux que moi, pour être tout à fait honnête. J'ai encore des choses à améliorer sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est un vrai sujet d'actualité et qui m'intéresse en tout cas. Comment est-ce que toi, t'as fait pour... ça m'intéresse vraiment parce que tu vois, là, j'essaye d'y passer, mais pour casser un petit peu toutes ces habitudes. Tu sais, l'habitude du barbecue, l'habitude je sais pas, de Noël, le repas de famille, tu vois, où tu vas devoir ne pas manger comme les autres, tu vois. Mm. Ouais, tu sais ce qui est le plus dur en fait, c'est même pas tellement l'alimentation, c'est la pression sociale qui va avec. Donc là, comme tu dis, tu as cité par exemple le repas de Noël, c'est tout ce qui est festif. Forcément, nous dans les fêtes catholiques, chrétiennes, on va forcément avoir de la viande dans ces repas festifs. Et c'est vrai que c'est là au début, c'est pas forcément facile, mais au final, la famille s'adapte très vite. Et là, par exemple, pour Noël, enfin pour Pâques, si je dis pas de bêtises, ma famille avait fait sans doute du gigot d'agneau ou un truc comme ça, tu vois, vraiment le truc. Forcément, je suis forcément hyper contre parce que là, on s'attaque même au bébé de l'animal. Je trouve ça encore plus, tu vois. Mais je respecte malgré tout. Et ma grand-mère m'avait fait des steaks de soja, tout simplement. Tu vois, j'avais le même plat, donc à base de légumes, à base de sauce, mais seulement au lieu d'avoir de la viande, j'avais un steak de soja qui était très bon d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça, en termes d'alternative, ça peut être très intéressant pour toi qui aime le goût de la viande. Moi, je me cache pas que le goût de la viande, c'est un goût auquel on est habitué depuis tout petit et c'est compliqué de s'en passer parce que voilà, on a des sensations, on retrouve des saveurs au final, on trouve même des moments au final. Le goût de certaines choses nous rappelle des moments et c'est pour ça que c'est tellement compliqué de s'y passer. Et aujourd'hui, clairement, il existe des solutions pour tout, hein, des viandes végétales à base de soja, à base de blé. Ça devient de plus en plus répandu et elles deviennent de plus en plus qualitatives. Alors là, c'est toujours tout un débat. Oui, mais voilà, c'est des viandes qui sont artificielles, c'est des viandes qui sont des produits transformés. Certes, mais ça reste du végétal. Il n'y a pas de souffrance derrière. Et au final, est-ce que votre viande n'est pas aussi transformée? On sait très bien comment ça se passe. Au final, je vous dis, dans la viande, on injecte de la B12, par exemple, tu vois, la fameuse vitamine qu'on va pas retrouver dans un régime végétalien. Faut pas croire aussi que la viande, c'est que du naturel. Après, oui, vous allez me dire, beaucoup de personnes vont consommer en local. Ça, on voit très souvent, oui, mais moi, je consomme local. Tu as l'impression que dès que tu vas parler, en fait, de végétarisme, de végétalisme, tu as toute la population qui achète son steak de viande chez le petit commerçant local, chez le boucher local, tu vois, du village d'à côté. Tu sais très bien que dans la réalité des choses, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est très bien si certaines personnes mettent en place justement des démarches comme ça pour consommer moins de viande, pour consommer local. C'est une très bonne chose. Mais il y a une étude justement qui a été menée qui disait justement que entre consommer 100% local sur une semaine, donc manger de tout, de la viande, des légumes, mais en 100% local, et simplement arrêter de manger de la viande, même si c'est pas local, au final, vous avez moins d'impact carbone avec la deuxième option, donc le fait d'arrêter de manger de la viande, plutôt que de manger de la viande une ou deux fois dans la semaine simplement, même si elle est locale. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Il faudrait que je retrouve les chiffres. Donc c'est quand même des études qui sont sérieuses. Après, moi, les études, qu'elles soient pro-vegan ou pro-carniste, je prends toujours ça avec des pincettes, tu vois, parce que je sais que derrière, il y a forcément des lobbies pro-vegan ou pro-carniste qui vont très sans doute financer ou appuyer certaines choses. Donc moi, les études, voilà, je me méfie toujours et j'essaie vraiment d'écouter mon ressenti profond par rapport à cette cause-là. Ok, super. Alors, il y a une période de ma vie où j'ai été très investi dans la politique. Mon père était très investi aussi et du coup, j'ai pris un peu le flambeau, tu vois. J'ai commencé à
à débattre sur les réseaux sociaux des sujets politiques. J'étais au fait de tout, je connaissais le nom de tous les ministres. Maintenant, je serais incapable de t'en citer un. Et en fait, je me suis aperçu que je perdais énormément de temps à essayer de convaincre les gens, de débattre, parce qu'au final, tu vas rester à chacun un petit peu sur son avis à la fin. Mm. Ouais. Et du coup, j'ai complètement arrêté ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as encore la foi, la motivation et que tu as l'envie de débattre sur ce sujet-là? Alors, tu sais, moi, j'ai des missions de vie. Vraiment, je vois ça comme ça. C'est une mission de vie. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment expliquer. Tu en as sans doute aussi. C'est vraiment au final ton pourquoi tu vis, qu'est-ce que tu as envie de faire de cette expérience de vie-là. Et aujourd'hui, le bien-être animal, ça fait partie intégrante de ces fameuses missions de vie. J'en ai d'autres également. Il n'y a pas que la thématique du bien-être animal. Je suis beaucoup engagé également dans le domaine du handicap, tout ça. Tu vois, j'essaie toujours de pouvoir apporter mon soutien à des associations humaines. Hein. Il n'y a pas que l'animal, mais ouais, le bien-être animal, c'est devenu une véritable mission de vie pour moi. Et c'est pour ça, c'est là où je trouve ma force. Mais comme tu le dis, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage même, parce que voilà, il suffit que je publie un truc et tu vas avoir une ribambelle de commentaires. Et ça prend énormément de temps. Et au final, c'est du temps qui m'est pompé, entre guillemets, sur des activités professionnelles. C'est du temps que j'ai en moins. Et j'essaie malgré tout aujourd'hui de diminuer ces échanges-là, d'aller directement à l'essentiel et de plus perdre autant de temps qu'avant, parce que clairement, des fois, c'est des échanges de plus de 2 heures, tu vois, à vouloir argumenter, à vouloir savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a les meilleurs arguments. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que tu auras toujours des contre-arguments, peu importe que tu sois dans un camp ou dans un autre, il y aura toujours des contre-arguments. Une personne qui n'est pas prête à changer, elle changera pas tout simplement. Et ouais, il faut essayer de trouver la juste façon de, comment dire, d'argumenter. Moi, aujourd'hui, je cherche pas à avoir raison, clairement. Moi, je le dis tout de suite. Aujourd'hui, je cherche pas à avoir raison. J'ai pas la science infuse. Je dis pas à tout le monde, il faut ne plus manger de viande. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que le bon Dieu, c'est ce que l'univers nous a dit de faire. Non, non. J'en sais strictement rien. Moi, je me considère comme étant un pur ignorant, pour tout. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais c'est juste une conviction qui est profonde, c'est une conviction qui est personnelle. Donc je l'expose, je partage dans la bienveillance. Si je partage, enfin je communique beaucoup avec des chasseurs également. J'ai des amis qui sont chasseurs. Je ne vais pas les juger personnellement parlant, tu vois. Je vais certes juger cette passion, tu vois, qu'ils ont. Ils savent très bien ce que j'en pense, mais jamais je ne jugerai la personne en tant que telle, parce que je sais que la personne va faire des choses très bien au courant de sa vie, même si elle mange de la viande, même si elle chasse. Donc j'essaie toujours de faire cette distinction-là des choses, de ne pas juger la personne dans sa globalité, mais uniquement par rapport à ses convictions personnelles. Et voilà. Des fois, il y a des débats qui sont très intelligents, qui sont très constructifs, d'autres un peu moins. Et en général, ceux-là, je sais qu'ils ne durent pas trop longtemps et ne peuvent s'éviter autre chose. Ok. En tout cas, c'est admirable ce dévouement et que tu as envers cette cause. Mais en fait, je te dirais ça pour cette cause-là, mais moi j'aime bien les gens qui sont, tu vois, qui sont investis, qui sont passionnés, et qui vont au bout, quoi, qui en démordent pas, même face à l'adversité, et puis parce que tu t'en prends quand même des sacrés, on voit des fois passer dans les commentaires des belles. Comment tu le prends ça d'ailleurs? Est-ce que tu le prends personnellement? Ça t'affecte? Ça te touche pas du tout? Alors au début, oui, au début, ça me touchait forcément. Et après, au final, tu t'en fous totalement et tu t'en sers même. Au final, tu te sers des haters pour te renforcer, entre guillemets. Moi, ça me fait, je veux pas dire que ça me fait rire, mais aujourd'hui, ça me dérange absolument pas de voir les gens s'exciter derrière leur clavier, tu vois, à écrire des messages avec plein de fautes. Tu t'arrives même pas à lire ce qu'ils ont écrit tellement qu'ils ont la rage, tu vois. Après, ça m'arrive aussi, je fais plein de fautes aussi. Moi, je sais pas écrire, mais bon, je fais quand même l'effort de me corriger des fois. Mais voilà, quoi. Mais non, aujourd'hui, ça m'affecte plus personnellement parlant. Ça m'a affecté au début. Et aujourd'hui, je dirais même que ça me renforce. Je dis, si tu veux évoluer dans le contexte personnel, professionnel, tu vas devoir te prendre des coups. Et aujourd'hui, je me nourris justement de tout ça. Je me nourris de ces énergies, on va dire, négatives, tu vois, pour en faire quelque chose de positif derrière. Ok, ça marche. Ce sera un message d'encouragement à tous ceux qui veulent se lancer comme ça dans une cause à défendre.
Ouais, il y a des commentaires qui sont assez intéressants là, je pense qu'on peut Ouais, en Thomas, j'allais justement afficher celle de Thomas qui Ouais. demandait quelle était la réaction de tes proches par rapport à cette transition. Je me rapproche du flexitarisme comme François. Alors, à la réaction de mes proches, moi, ils l'ont très vite accepté. Au final, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils n'ont pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Je suis majeur et vacciné. Enfin, non, pas encore vacciné contre le Covid. Et ça aussi, c'est tout un débat. Mais non, du coup, ils l'ont plutôt bien accepté. C'est des sujets qui les intéressent également. Alors, clairement, dans ma famille, aujourd'hui, personne n'est végétarien. Ils font sans doute des efforts de leur côté. Mon papa qui me dit que ça ne le dérangerait pas de passer un mode alimentaire végétarien, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas ce que je constate. Donc, tu as encore du boulot à faire, papa. Mais en tout cas, c'est très bien si tu as cette idée en tête. Non, mais sinon, ils l'ont très bien accepté. Aujourd'hui, quand je mange en famille, ils font toujours quelque chose de spécifique vraiment pour moi et il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je ne juge pas. Forcément, les fêtes de Noël, quand tu vois le foie gras à table, euh, tu sais, dans ta tête, tu as envie de dire quelque chose, tu vois, tu as envie de. Mais bon, ils le savent très bien, t'as pas besoin de le dire. Là, tu es dans un moment, t'es dans un contexte familial, t'es dans un contexte festif. Il faut savoir également s'abstenir de débattre sur cette thématique-là. Mais en général, ce n'est même pas moi qui débat. Quand on est amené à manger ensemble à la table, c'est rarement moi qui viens à parler de végétarisme. C'est très souvent quelqu'un de ma famille qui va aborder le sujet tout simplement. Moi, j'en parle même pas, tu vois, pour te dire. Ouais, c'est souvent ça, c'est les autres qui viennent te lancer sur le sujet alors que toi tu demandes rien. Oh, c'est ça, exactement, exactement. Ok. Euh, alors, je pense qu'on a bien développé même si on pourrait en parler encore pendant des heures Ouais, bon, déjà, clairement. Il y a ton collègue photographe de la chaîne YouTube Les Vieux qui courent qui se demande comment tu fais pour avoir plusieurs photos des mêmes coureurs. Tu te places à plusieurs endroits donc, sur la course. Donc, on revient au sujet de tout à l'heure de la photo de course. Alors, ça dépend les événements, ça dépend les courses. En général, sur des courses type 10 km, semi-marathon, les petits trails, je vais rester vraiment à un point fixe. Et du coup, je reste du début à la fin. Mon objectif, c'est vraiment de trouver un coin qui soit sympa, qui mette en valeur la course, mais également les coureurs. Et mon objectif, c'est d'avoir tous les coureurs. Donc, je reste sur un point fixe. Et forcément, le coureur, quand il va passer devant moi, moi, je vais shooter en rafale. Donc, il aura forcément 3, 4 photos de lui. Ça va pas être des photos qui vont être foncièrement différentes. Ça va être au même endroit mais au moins ça me permet d'assurer la prise de vue de tout le monde. Après, il arrive que sur certains événements, notamment des gros événements, où je suis amené à me déplacer à différents endroits, et là, du coup, le coureur va avoir différents clichés de lui à plusieurs endroits, ce qui est également très sympa. Ok, super. Ouais, si tu as un grand arc de cercle, tu peux prendre la personne plusieurs fois qui tourne autour de toi. Ouais, non, mais ça fonctionne pas comme ça, quoi, après. Ce serait trop beau. Ah, mais ouais. Ok, super Nicolas. Bon bah écoute, on arrive déjà à 1h11. On a Hugo qui est passé là, qui était là la semaine dernière. Hugo qu'on salue, donc vous pourrez toujours aller voir l'émission replay et qui demande qu'est-ce que tu fais avec tes lunettes de soleil, François? Eh ben tout simplement, il a fait très beau en Bretagne aujourd'hui et du coup j'ai gardé les lunettes. Je ne les ai pas enlevées pour l'émission. Voilà. Alors Nicolas, il y a une question traditionnelle pour clôturer ces émissions. Enfin, il y en a même deux. La première, c'est où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures et suivre tout ce que tu partages. Alors, par rapport à la photographie, c'est très simple. C'est sur ma page Facebook Limpala Photographie, site internet limpalaphotographie.com. Un petit like, ça coûte rien, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, là, je vais atteindre bientôt les 13 000 followers, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'univers photographie, notamment la photosport et également les autres shootings que je fais. Par rapport à tout le reste, je dirais simplement de suivre mon profil Facebook, donc Nicolas Limpala. Et voilà, ça vous permet un petit peu de voir les thématiques que j'aborde sur mon mur, que ce soit en lien avec le bien-être animal, en lien avec le marketing de réseau, en lien avec le sport, la course à pied. Ça se passe vraiment sur mon profil Facebook. Ok, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Pourquoi l'Impala? Ah d'ailleurs, ouais, ça c'est une question qu'on me pose toujours. Et d'ailleurs, je suis étonné que tu me la poses seulement maintenant. Mais c'est bien que tu me la poses. Pourquoi l'Impala? Je prépare rien. Alors, tu sais, quand tu te lances dans une activité, dans une entreprise, il faut trouver un nom. Ouais. C'est déjà la base. Ouais. C'est déjà la base. Donc voilà, là, il était question de photographie. Donc le photographie, ok. Mais pourquoi l'Impala?
Alors, moi, j'avais remarqué que beaucoup d'enseignes, de marques, de grosses marques en lien avec notamment le sport, euh, s'attribuaient des noms d'animaux. Par exemple, je pense à Puma, par exemple, tu vois, la marque de vêtements. Et je trouvais ça assez intéressant parce que moi, je voulais pas appeler mon entreprise Nicolas Muller Photographie. Je trouvais ça banal. Et en termes de référencement également, c'est pas génial. Si tu dis Nicolas Muller, bah, il y en a plein. Et je voulais pas appeler ça non plus genre photosport ou photo running parce que j'avais déjà un petit peu en tête le fait que j'allais être amené à faire autre chose que juste du running. Donc, fallait que ça coïncide, que ça soit que ça marche pour tous les types de photos, mais qu'il y ait quand même également cet aspect un peu sportif. Et du coup, j'ai commencé à faire un listing de tous les animaux qui couraient vite. Quoi, j'ai tapé sur Google animaux qui courent vite, quoi, tout simplement. Je suis tombé sur des noms comme le guépard, léopard, guépard, jaguar. Enfin bref, tu sais, tous les animaux qui courent vite. Et je trouvais pas mon compte quoi dans ces animaux-là. Et à un moment, je sais pas, je tombe sur les animaux de la savane, les gazelles, la famille des antilopes. Et là, je tombe sur l'impala. Et l'impala, ça m'a tout de suite sonné, mais super bien dans la tête. Je me suis dit, c'est super ce nom-là. Ça résonne bien, c'est mémorisable, c'est court. Et l'impala photographie, ça, ouais, ça sonne bien, tu vois, ça en donne. Et du coup, j'ai tout de suite baptisé l'entreprise l'impala photographie. Et aujourd'hui, ce qui me vaut également mon pseudo Nicolas Limpala. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas forcément mon prénom ni mon nom sur les courses à pied. C'est il y a l'Impala, tu vois. Et c'est cool, tu vois. C'est vraiment une véritable marque, si je peux dire, et c'est vraiment rentré, on va dire, dans la culture locale de la course à pied. Donc c'est vraiment cool. Bah, j'ai longtemps cru que c'était ton nom de famille, hein. Ah, et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent. J'ai d'ailleurs eu des courriers professionnels au nom de Nicolas Limpala. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. C'est joli. Pourquoi pas? Clairement, si je pourrais adopter ce nom-là en tant que vrai nom, ça me dérangerait pas. Ok, nom de scène. Super. Donc, du coup, on mettra tous les liens dans la description pour tous ceux qui veulent suivre toutes tes aventures et tes photos et tout et tout. Euh, on l'a vu, en plus, tu es un homme assez actif. Il y a sûrement plein d'autres choses que tu as en tête et qui naîtront dans les années qui viennent. Ah, tellement, tellement. La dernière question pour clôturer cette émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Alors ça peut être au trail, en course à pied, en santé, en vie perso. Tu peux répondre ce que tu veux. Alors, en termes de performance sportive, un 10 km en dessous de la barre des 40, ça serait pas mal. Actuellement, je suis en 40-40, donc c'est correct, tu vois. Je veux dire, par rapport à mon volume d'entraînement, encore une fois, c'est correct. Et on va dire que je suis pas un coureur qui est hyper léger non plus, donc je pèse mon poids. Et donc, en dessous de 40, ce serait que ça serait mon objectif sur 10 km. À voir s'il y a des courses en fin d'année et si je suis capable de les faire. D'un point de vue professionnel, tout simplement que la photosport reprenne, que je puisse refotographier sur les événements sportifs, notamment les courses à pied, les triathlons, les trails, également les autres événements. Voilà. Que mes activités annexes qui n'ont pas un lien avec le monde de la course à pied se développent également très bien. Et pour le reste, bien sûr, la santé et que du positif et que plus de personnes s'intéressent à la question du bien-être animal et passent au moins un mode de vie, enfin un régime alimentaire flexitarien, voire végétarien, ça serait bien. Je pense que voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup pour cette heure et quart d'échange qui était très intéressant d'avoir ton parcours, de tout ce que tu as pu entreprendre, vivre, et de nous l'avoir partagé, de nous l'avoir expliqué. Tu le racontes très très bien, donc c'était un vrai bonheur de raconter, d'écouter ton histoire. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont été présents dans l'espace commentaire et qui ont posé des questions pour Nicolas. Vous pourrez retrouver le replay évidemment en podcast sur Café Trailer. D'ailleurs, c'est peut-être là que vous nous écoutez déjà, si vous écoutez ça en replay. On vous salue, les amis du podcast. Et puis, très très bonne soirée, Nicolas, et à bientôt. Pareillement. Salut. Voilà, c'en est terminé pour cet épisode avec Nicolas Limpala. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à faire connaître le podcast Café Trailer. C'est ce qui m'aide vraiment beaucoup pour continuer à développer cette activité d'interview, d'échange en live avec tous ces intervenants, tous ces passionnés de trail ou de leur métier, de leur activité qui tournent toujours autour de la course à pied ou du moins du trail. Le trail, c'est la vie, les amis.
Voilà, donc n'hésitez pas à le partager, à noter le podcast 5 étoiles, évidemment, c'est ce qui m'aide le plus. Et puis surtout, à le partager. Le partager et le partager. Voilà, faire connaître dans votre club de course, dans votre club de famille, dans votre club d'échecs, dans votre club de ce que vous voulez. Mais faites connaître le podcast autour de vous. C'est vous les acteurs de ce podcast, parce que s'il n'est pas écouté, eh ben moi j'arrête. J'arrête, il n'y a plus de raison de faire ce podcast. Voilà, et écoutez, moi je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne course, si jamais vous êtes en sortie longue, ou que vous êtes en voiture aussi, une très bonne route. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour cette continuation de journée ou de soirée. À bientôt les amis, c'était François et Nicolas, bye bye.